Bonjour la famille. Bon, maintenant on dit la famille, alors bonjour la famille. Mais parce que rendu où on est rendu dans la saison, ben, on est une famille maintenant. Ça fait partie de la grande famille Afro-Descendant le podcast, les gens qui brisent les tabous. Une communauté, si tu préfères. Ok, une belle communauté. Alors, belle communauté, aujourd'hui on a eu un fantastique épisode. On vient de terminer un enregistrement avec une dame fantastique qui a partagé autant au niveau personnel que professionnel. Je pense que cet épisode aujourd'hui mérite toute votre attention, que ce soit pour vous, que ce soit pour quelqu'un dans votre entourage, parce qu'il y a souvent des gens autour de nous qui vivent ces situations-là en silence, parce qu'ils ne veulent pas se faire juger, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les regarde d'une certaine façon avec leur enfant différent. Puis je pense que vraiment aujourd'hui, pour moi, c'est une reconfirmation de à quel point c'est important de parler de ces sujets-là dans nos communautés. Je vais aider Manu un peu, là, parce qu'elle vient de faire l'épisode, pas vous. Mais on a reçu une éducatrice spécialisée qui vient nous parler de sa vie de maman, sa vie de maman avec des enfants qui ont certains diagnostics, de comment est-ce que ça l'a impacté, puis qui nous parle aussi de son travail d'éducatrice spécialisée, comme Manu disait, et de comment elle peut aider les familles. C'est comme ça que je t'aime. J'ai dit la même chose que toi. Mais de toute façon, préciser, c'était qui l'invité? Oui. En effet, je n'ai pas fait ça. Mais vous devez aller écouter l'épisode. Vous êtes déjà là. Ouais, okay? Vous avez passé le générique. On est là pour ça, tout le monde. Puis les gens aiment ça, nos intros complices, là. Oh, je pensais que tu allais le faire. OK, bye! Bonne écoute! On parle de charge mentale. Beaucoup. En fait, dépression, les malades de dépression. Foyer, ta famille, bien tes affaires. Là, ils vont venir te parler de charge mentale, des maladies de parents. Aux enfants, pour que les enfants voient les psy. Moi, il est hors de question. Dépression. Tout ça peut gâter la tête de nos enfants. Ça suffit! Changeons notre narratif. Le podcast Afro-Descendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers des épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psychoéducatrice. Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets. Mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Alors, bienvenue aujourd'hui à un autre épisode du podcast. On dit bienvenue à Sandy Forge. Alors, Sandy, tu es une personne fantastique que j'ai rencontrée dans un événement, puis je me suis dit, il faut l'inviter. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai dit, ben non. Il faut l'inviter au podcast. Mais depuis qu'on a le podcast, c'est toujours ça. Quand on voit quelqu'un puis qu'on est comme « Ah! Wow! Faut inviter cette personne! Faut lui parler! » Notre liste est vraiment longue. Notre liste est vraiment longue. Mais on est vraiment contente que Sandy soit avec nous. Sandy accumule plus que 18 ans d'expérience avec les enfants avec des problèmes neurodéveloppementaux. Tu es éducatrice spécialisée, coach en PNL, entrepreneur. Est-ce que j'en oublie? Formatrice aussi. Oui. Maman de 2 enfants. Et qui ont des besoins particuliers. Mm-hmm. Ouais. Oui. Alors aujourd'hui, on t'a invité pour en parler. On t'a de différentes perspectives, autant maman qu'intervenante. Puis je pense que avec aussi le fait que tu as lancé ta propre entreprise qui est au cœur de la famille, qui s'appelle Au cœur de la famille. C'est ça, j'allais dire, on va préciser. Oui, on va préciser parce que je l'ai dit, puis j'étais comme non, ça sonne comme une phrase, mais l'entreprise se nomme Au cœur de la famille avec un O seulement. Oui. Je pense qu'il y a plein de choses que tu vas pouvoir nous partager aujourd'hui qui vont être vraiment pertinentes. Tu vas avec la première question? Oui, j'allais rentrer directement dans le vif du sujet. J'allais rentrer dans le sujet. On pose 2 questions à tous nos invités. Okay. La première de ces 2 questions-là, c'est en grandissant. Est-ce qu'il y a un sujet qui était tabou pour toi que tu aurais voulu qu'on adresse? En grandissant, je dirais que un des points, ça serait la différence. Donc, quand tu parles depuis que j'étais petite ou... Mm-hmm. On grandit toute notre vie, fait que ça pourrait être une réalisation que tu as eu n'importe quand, mais... D'accord, je dirais oui, la différence d'être, la différence juste même physique de la personne, c'est des sujets que je trouve qui étaient très tabous parce que j'étais quand même dans des milieux environnementaux où il y avait comme une ligne de conduite. Donc, je trouvais ça difficile de voir les gens qui sortaient un peu de la traque, en tout cas, que c'était un peu différent. Puis, voilà. Fait que ça, c'est un sujet que j'aurais vraiment aimé aborder.
Puis un deuxième, une bonne question, un deuxième sujet. Alors, attends, qu'est-ce que je pourrais te dire? Tu n'es pas obligé d'avoir deux sujets. Obligé d'en avoir deux, Oui, c'est ça. Okay. Nous, on a deux questions. Ouais. Ah, OK, parfait. Ouais. OK, c'est bon. Puis quand tu dis la différence, ça veut dire que là, toi, on va dire que tu croises un homme qui a du vernis, puis là, il ne faut pas en parler, il ne faut pas regarder, il ne faut pas... Tu sais, quand tu veux dire différence physique, tous les types de différences, c'est comme si toi, on t'a montré qu'il y avait un modèle de bon être humain. Bien, c'est plutôt, dans le fond, exemple, moi, j'étais l'enfant qui était souvent tiré vers les enfants qui étaient rejetés. OK. Exemple, moi, j'étais la petite fille, j'avais des amis, une amie qui était naine. J'avais des amis de d'autres nationalités. J'avais des amis qui n'arrivaient pas à se faire, qui étaient comme tout seuls dans la cour d'école. Donc, moi, je parle plus dans la différence physique ou la différence dans le comportement qui rentre peut-être pas dans le moule par rapport à ce qu'on pourrait voir ou penser dans la société. C'est plus dans ce sens-là. Notre deuxième question, c'est à quel moment as-tu réalisé que tu avais une santé mentale et qu'il fallait en prendre soin? Oh, c'est une très bonne question. Je me suis rendu compte que j'ai une santé mentale, ça fait pas très longtemps. Bien, surtout d'en prendre soin, ça fait pas très longtemps, je dirais à peu près les 3 dernières années. T'sais, avant, j'étais plutôt dans le mode je fonctionne, je dois prendre soin des autres beaucoup. Mais il s'est passé un petit incident dans ma vie, une grosse incident dans ma vie il y a à peu près 5 ans. Et de là, il y a comme quelque chose qui a changé en moi. Puis je me suis rendu compte de l'importance de prendre soin de ma santé mentale, l'importance de prendre soin de moi pour mieux prendre soin de ma famille, pour mieux prendre soin des gens autour de moi. Ça devait d'abord commencer par moi. Donc, voilà. Fait que c'est un élément, souvent les gens vont nous dire ça, c'est un élément déclencheur qui a fait en sorte que je me suis retrouvée dans telle situation puis que je me suis rendu compte que je devais me mettre de l'avant. C'est pas souvent quelque chose que les gens ils ont d'emblée appris dans nos communautés. On dirait que c'est... Au contraire, même on essaye d'enlever cette idée-là qu'il y a quelque chose à travailler là, comme si c'était... Non, on parle pas. Parce qu'on nous dit, dans le fond, en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris soit d'être une femme forte. Fait que pour moi, être une femme forte, ça veut dire, tu penses ta santé mentale, c'est même pas un sujet. Tu y penses même pas. Donc, on reste forte, puis jusqu'à temps qu'on frappe un mur. Puis de là, on se rend compte, mais c'est quoi l'état de ma santé mentale? Puis elle n'est pas toujours super bonne. C'est là souvent que les choses nous rattrapent. Oui. Les choses, telle affaire que je vis aujourd'hui, ça me ramène à tel truc que j'avais jamais adressé parce que pour moi, c'était pas important et blablabla. Vraiment. Alors, parle-nous un peu de ton travail. Parle-nous des cas que tu rencontres, des familles que tu rencontres, les enfants que tu rencontres, et les familles sont tous différentes, mais les enfants qui ont des difficultés au niveau neurodéveloppemental, ça ressemble à quoi? Alors, mais ça ressemble à des beaux enfants que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes familles, j'aime beaucoup les enfants avec qui je travaille. Présentement, je travaille souvent avec des familles qui ont des enfants autistes. C'est souvent la clientèle qui vient vers moi, les parents qui viennent vers moi. C'est souvent des mamans. Fait que ça se peut que je m'exprime un peu plus au féminin, parce que majoritairement, c'est des mamans qui viennent vers moi, qui ont des enfants autistes, qui viennent souvent d'apprendre qu'ils ont un diagnostic. Donc, l'enfant, souvent, ont 3 ans, qui ne parle pas. Donc, moi, mon travail, vraiment, je l'accompagne dans le quotidien. J'aide l'enfant beaucoup à travailler, à communiquer, puis à s'exprimer de façon générale. Et j'ai des enfants que finalement, à force de travailler avec l'enfant, à force de travailler avec des parents qui s'investissent, c'est vraiment important de me dire investir parce que ça fait toute la différence. Donc, à ce moment-là, l'enfant se développe, commence à se développer puis atteindre des beaux succès dans sa vie. Donc, j'ai aussi ce volet-là. Et j'ai le volet où je vais dans les garderies, où j'accompagne les professionnels, donc les éducatrices, pour les former parce que souvent, je me rends compte que quand j'arrive dans ces milieux-là, les enfants sont un peu laissés à eux-mêmes. Donc, pas parce que par manque de bienveillance, mais c'est vraiment par une question, des fois, on ne sait pas comment faire. Donc, je suis vraiment là pour observer puis faire des recommandations pour vraiment aider l'enfant à être inclus. Donc, je vise beaucoup l'inclusion dans tout ce que je fais, que ce soit au niveau des parents, que ce soit au niveau des garderies ou dans tous les milieux que je suis. C'est beaucoup dans l'inclusion le plus possible parce que pour moi, je crois vraiment que ces enfants-là, ils ont leur place. Donc, il faut juste apprendre à comment leur faire de la place. Puis, voilà. Donc, c'est ça. Fait que c'est un travail que tu fais vraiment complètement autonome. Il n'y a personne nulle part. C'est vraiment ton entreprise à toi depuis.
Puis est-ce que tu as toujours fait ça depuis le jour où tu es devenue éducatrice spécialisée ou tu as été travailler dans un milieu, mettons, plus commun, puis tu as vu le besoin, puis après tu t'es lancée? Oui. Donc, dans le fond, c'est ça. Comme on disait au début, ça fait 18 ans que je fais ça. Donc, j'ai été dans plusieurs milieux, dans les organismes communautaires, dans les écoles, dans les CLSC. C'est ça, j'ai travaillé aussi à domicile chez certaines familles. Et c'est vraiment à force de promener d'un lieu à l'autre, je me suis rendu compte que ces enfants-là, souvent, il y a toute une difficulté de les inclure et de les voir vraiment tels qu'ils sont vraiment. Et il y a tout ce côté-là aussi de voir c'est un sujet qu'on ne dit pas tout haut, mais comme si c'est une problématique, c'est un problème. Et là, moi, je me suis dit, je voulais contribuer à ça, pour apprendre à les connaître, pour apprendre à avoir leur force à l'intérieur d'eux et pour pouvoir transmettre ça, pour que les personnes qui prennent soin d'eux, que ce soit les parents, que ce soit les intervenants, puissent être assez habilités pour pouvoir les aider vraiment à s'épanouir puis à grandir, puis vraiment à devenir autonomes. Parce que souvent, quand ils arrivent à l'âge adulte, si ça n'a pas été travaillé dès l'enfance, ça fait que ces enfants-là, dans le fond, c'est ça, ils n'atteignent pas certains aspects dans leur vie et ils deviennent un peu dépendants de la société. Donc, voilà. Est-ce que les enfants que tu accompagnes Est-ce que tu as beaucoup d'enfants des communautés culturelles différentes? Parce que, tu sais, des fois, il y a une certaine réalité où est-ce que les gens ont plus de difficultés, mettons, à accepter le diagnostic ou Ben dans le fond, depuis que je suis à mon compte, là, depuis les 2 dernières années, je suis plus des nationalités noires, donc haïtiennes ou africaines. C'est les nationalités qui viennent vers moi, avec qui je travaille. Et dans les garderies que je vais aussi, c'est multiculturel, je dirais. Dans la culture, dans ta question, c'est-tu pour comprendre comment ça se passe avec la communauté, dans la communauté? Oui, ben en fait, c'est juste parce que je me disais, des fois, c'est plus difficile pour eux d'accepter un certain diagnostic ou pour avoir travaillé avec des parents, même que là, on parle du spectre de l'autisme, mais ça peut être juste un TDAH, dès qu'il y a un mot, dès qu'il y a un diagnostic, des fois, ça fait peur aux gens dans la communauté. Ouais. Fait que je me demandais si c'était quelque chose à quoi tu faisais face. Oui, ben, je peux premièrement me donner moi comme exemple. Moi qui est moi-même d'origine haïtienne, je suis éducatrice spécialisée, j'ai mon enfant et je me rends compte assez rapidement qu'il a des défis. Donc, il est peut-être rendu à moins d'1 an là. Puis moi, j'observe déjà qu'il a des retards parce qu'il ne sait pas encore s'asseoir. Il a 8 mois. Il sait pas encore, il marche pas. On est rendu à 1 an, il ne marche pas encore. Donc, je me rends compte assez rapidement qu'il y a des défis. Et pour moi, ça devient un choc parce que je me dis, ma peur derrière tout ça, c'est l'étiquette. Je me dis, mon enfant va avoir une étiquette dans la société, il va être rejeté et il ne pourra pas atteindre ses rêves plus tard. Donc, moi-même, en tant que parent, je l'ai vécu. Puis c'est pour ça que ça fait que je comprends les parents. Je peux les comprendre, puis je peux les accompagner là-dedans pour sortir de cette étape-là parce que c'est un deuil à faire, c'est un choc à faire. Puis dans notre culture, on n'en parle pas. On ne parle pas de ça parce que un mot qu'on n'ose pas dire, mais c'est qu'il y a comme une forme de honte. Ce n'est pas une honte par rapport à l'enfant, c'est une honte par rapport à soi-même parce qu'on a l'impression qu'on a échoué. On a l'impression qu'on n'a pas réussi, puis on se sent coupable. On se sent vraiment coupable, donc on veut cacher. Donc, c'est ça que je me rends compte aussi avec les autres parents que je rencontre. Ils veulent cacher ça, mais en même temps, on ne peut pas le cacher. Puis plus tu caches, c'est difficile de travailler avec l'enfant. Donc, c'est difficile aussi d'aller chercher de l'aide. Donc, on porte beaucoup sur les épaules. Clairement. Puis ça a un impact aussi sur le développement de cet enfant-là, parce que quand on reconnaît une difficulté, peu importe c'est quoi, on peut l'adresser. Alors que quand on fait que non, ça va passer, bien alors pendant ce temps-là, on n'adresse pas les choses. Et donc, ça a un impact sur comment cet enfant-là va se développer puis prendre sa place. Moi, je suis curieuse de ton enfant rendu à 1 an, tu vois déjà des retards, tu le vis comment, tu fais quoi? Il se passe quoi ensuite? Bien, il se passe... mon premier réflexe, ça a été, il faut que je travaille très, 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 très fort avec mon enfant pour pas que ce soit une réalité. Pour pas que vraiment les défis que moi, j'ai l'impression de voir soient confirmés. Donc, ça fait que je deviens la maman qui est beaucoup dans la stimulation de mon enfant, pas en relation. Parce que du moins, je ne l'avais pas réalisé à ce moment-là. J'amène mon enfant dans des rendez-vous, je l'amène pour se faire stimuler dans des activités,
mais pas vraiment dans la relation de mon enfant et de profiter de ce moment-là. Donc, la peur prend beaucoup de place, l'inquiétude prend beaucoup de place à ce moment-là. Puis jusqu'au moment que son enseignante, parce qu'il était en prématernelle privée, m'a dit, parce qu'elle savait c'était quoi ma profession, elle m'a dit, il y avait 3 ans, mon fils à ce moment-là, elle m'a dit, maman, votre fils a besoin d'une maman et non d'une intervenante. Et ça, quand elle m'a dit ça, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a amené dans une autre approche parce que j'étais beaucoup dans ce sentiment-là qu'il faut que mon fils soit stimulé, il faut qu'il s'en sorte. Parce que je ne voulais pas, dans le fond, je ne voulais pas. Parce que pour moi, c'était, je vais aider les autres enfants, mais pas mon enfant. Je ne voulais pas que ce soit mon enfant qui a des défis. Donc, il y a eu un petit processus, un gros processus de deuil durant le parcours. C'est quand même, tu sais, en tant que professionnelle, éducatrice spécialisée avec beaucoup, beaucoup d'expérience, d'avoir la pensée, parce que la peur est tellement grande, d'avoir la pensée que je peux faire quelque chose pour éviter d'arriver à un diagnostic, parce que je vais faire de la stimulation, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va passer. Alors que, tu sais, tu travailles avec cette clientèle-là, donc tu connais, tu sais c'est quoi la réalité, mais c'est là où on voit que le sentiment, quand ça nous arrive à nous, la crainte que ça l'amène, la peur, l'anxiété, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort, puis c'est pas... il y a des gens qui ont l'impression que quand on est un intervenant, ben, tout est plus facile puisqu'on a plus de connaissances, etc., ou quoi que ce soit, alors qu'à ce moment-là, tu es une maman. Exact. Tu es une maman qui a peur pour son enfant, puis qui veut pas le défi. Tu veux pas avoir à travers ce défi-là avec lui. Tu veux pas que cet enfant-là vive ce défi-là. Oui. Puis je dirais même que, ça, j'ai pas de chiffres, là, que c'est peut-être même plus difficile pour nous qui est dans le domaine parce qu'on sait les défis qu'il va avoir, que ce soit à la garderie, les défis qu'il va avoir à l'école ou les défis qui font face qui va faire face dans notre vie personnelle en tant que parent, mais aussi dans la vie de notre enfant. Donc, ça fait que le fait de connaître, des fois qu'on connaît beaucoup de choses, ça fait que des fois, ça crée une plus grande peur. Donc, c'est là qu'on faut laisser tomber tout ça puis être maman. Donc, ça a été un processus pour moi d'apprentissage. Ça vient avec le deuil, un peu comme tu disais, de dire, ben, si mon enfant a telle difficulté, ben, telle chose sera peut-être pas possible. Puis souvent, on a de la difficulté à voir, alors que dans le quotidien, on le fait. De dire, par exemple, ben, peut-être que cette porte-là est fermée pour ton enfant, mais regarde, il y a ça ici. Il va aller dans un endroit, il va apprendre des choses différentes, puis il y a cette porte-là ici qui s'ouvre. Mais on est tellement focusé à se dire non, il faut qu'il y ait ces portes-là parce que c'est ces portes-là qui sont bien vues, parce que c'est ces portes-là qui vont me faire bien paraître aussi, d'avoir un enfant qui fait ça. Fait que d'accepter ça, c'est pas facile aussi. Puis là, ça, c'est ton premier enfant ou c'est le deuxième? Là, c'est mon premier. C'est ton premier? Oui. Et t'en as un deuxième? Oui, j'ai un deuxième. Comment ça se passe d'avoir avec l'autre enfant? Ben, je dirais que ça a été beaucoup plus facile parce que là, mon premier, c'est ça, il a une dysphasie, donc trouble de langage, puis avec une hypothèse de TSA. Et ma fille, elle a une dyspraxie, donc c'est vraiment plus la prononciation. Mais je dirais que ça a été beaucoup plus facile pour moi parce que j'ai passé par mon processus de deuil avec mon fils. Donc, pour ma deuxième, ça a été que je vois certains défis, mais je me sentais plus apte. Donc, on dirait aussi que ça m'a construit dans ma confiance en tant que mère. Parce que ça vient ébranler ça aussi. On se dit, est-ce qu'on a tout fait, qu'est-ce qu'on devait faire? Mais pour ma fille, je ne me suis même pas posé ces questions-là. C'était vraiment, je suis sa maman, je l'accompagne dans qu'est-ce qu'elle vit. J'étais beaucoup moins stressée. C'est plus disponible, je dirais, que mon premier. Puis, papa, dans tout ça, comment ça va avec papa il voit comment, il le vit comment? Ben, papa, au début, ça a été difficile Ben, je dirais que papa, c'était plutôt... il a l'enfant certains défis, mais ça va aller. Il va s'en sortir, on va lui laisser le temps, tout va bien rentrer dans l'ordre. Donc, c'était, je dirais pas le déni, mais c'était plutôt, je crois en lui, go, il est capable, il va s'en sortir. Donc, c'était plus ça, dans le fond. OK, je pensais que tu en avais Non, je me suis tournée parce que j'ai vu que tu allais parler. OK, c'est bon. Et là, c'est tabou dans nos communautés.
les enfants, ils n'ont rien, c'est les Blancs qui veulent mettre des étiquettes, toutes sortes de choses. Est-ce que tu as eu des réactions comme ça autour de toi? Oui. Moi, je me suis fait dire, premièrement, que c'est moi qui a... dans les deux sens, je me suis fait dire que c'est moi qui a sous-stimulé mon enfant. Donc, c'est pour ça qu'il y a des défis que finalement, il n'a rien. Mon enfant n'a rien. C'est juste que tu l'as sous-stimulé, tu l'as surprotégé. Ton enfant, il n'a rien. Donc, je me suis fait dire ça. Je me suis fait dire, Sandy, c'est toi qui imagines des choses. Donc, oui, beaucoup de paroles comme ça qui ne reconnaissaient pas vraiment ce que, dans le fond, les défis de mon enfant, comme si c'était moi qui inventais des choses. Donc, voilà. Donc, ça fait que ça m'a amené à me taire. Ça m'a amené à ne pas parler de la réalité. Je faisais semblant, souvent, avec certaines personnes de l'extérieur, même des fois certaines personnes de la famille, parce que je ne me sentais pas reçue là-dedans. Et voilà. Donc, ça fait que il y a des choses, je faisais comme si que tout allait bien, mais finalement, ça allait vraiment pas bien. Puis ça, c'est un cercle vicieux parce que quand ça va pas bien, mais qu'on est censé accompagner nos enfants, mais on manque de force parce que déjà, nous, notre batterie, elle est en partie épuisée, là. Fait que ça fait juste augmenter. Je pense que ça, c'est la... En tout cas, moi, je le vois, je sais pas, tu me confirmeras si j'ai raison ou pas, mais même toi, dans les familles que tu aides, les personnes, les mamans qui doivent vivre ce que toi, tu vivais, c'est comme un cercle où est-ce que je suis épuisée, mais j'essaie de stimuler mon enfant, mais je suis épuisée, mais j'essaie de l'amener à faire ci, mais je suis épuisée, mais les gens me croient pas, mais je suis épuisée, mais j'en parle pas. Puis là, quand tu arrives comme indicatrice spécialisée, puis que tu leur dis « Hey, moi, je vais t'écouter », puis ensemble, on va essayer de trouver un équilibre, ça doit faire un effet d'apaisement une fois que les familles l'acceptent. Oui. Parce que dans le fond, ça fait que moi, je suis beaucoup dans... Je comprends. Donc, ça fait que j'ai une approche, pas juste théorique, j'ai une approche que je comprends vraiment les étapes par lesquelles que tu passes et je sais comment m'ajuster selon l'étape que le parent est rendu. Donc, c'est ça. Puis par rapport à ça, c'est que ça fait aussi qu'on devient comme sur un mode automatique. Pilote automatique. Un pilote automatique, exactement. Donc, c'était vraiment ça. Je ne me rendais même pas compte que j'étais épuisée. Je ne me rendais même pas compte que j'étais fatiguée. Pour moi, c'était... Il faut que je travaille avec mon enfant pour qu'il puisse s'en sortir. Il faut que je travaille avec mon enfant pour qu'il puisse aller le plus loin possible dans sa vie. Puis, c'est ça, j'étais complètement déconnectée de moi là, pour savoir comment moi je me sentais. Donc, c'est pour ça que, comme j'ai dit, les parents, je suis capable de leur montrer des signaux d'alarme parce que je l'ai vécu moi-même. Tu le connais de l'intérieur et non juste la théorie dans un livre. C'est ça. Exact. Est-ce que tu as l'impression que ton rôle de maman a influencé ton rôle d'intervenante? Oui, beaucoup. Ça l'a influencé être beaucoup dans la compassion. Ça l'a influencé aussi pour comprendre les mécanismes. Parce que des fois, en tant qu'intervenant, on pense que le parent ne veut pas. On pense que le parent ne veut pas s'impliquer. Mais finalement, il faut aussi aller voir, est-ce que le parent, c'est-tu le bon moment pour lui? Est-ce que le parent, est-ce qu'il n'est pas juste épuisé, justement? Est-ce que le parent, justement, il n'y a pas de réseau autour de lui? Parce qu'un parent qui n'a pas de réseau, mais il y a des choses que je ne peux pas lui demander parce que le parent est déjà en train de garder la tête hors de l'eau. Donc, ça m'a aidé beaucoup à aussi encore plus vulgariser mes propos et à personnaliser aussi mes accompagnements par rapport à l'enfant et par rapport aux parents aussi. Donc, puis ça m'a amené aussi dans cette conviction-là que le parent, c'est le meilleur parent pour cet enfant-là. Puis des fois, c'est juste qu'il n'y a pas nécessairement tous les éléments ou peut-être il n'est juste pas au courant de tous les éléments qu'il a à l'intérieur de lui. Puis c'est d'aider ce parent-là à découvrir tout ça pour accompagner son enfant. Ouais. Je pense que, sûrement que tu le sais quand tu as posé la question, mais je pense que pour tous les intervenants, toutes les personnes, en fait, ça change d'avoir des enfants tout court. Peu importe ce qu'ils ont, peu importe le défi, peu importe, ça l'amène tout un petit quelque chose, une vision différente à partir du moment où tu as des enfants. Tu n'es plus la même personne qu'avant, là. Non. Mère, père, genre, those little fuckers. Tu changes, là, tu modifies là, ton ADN. mais oui, mais c'est aussi l'idée de quand on a un enfant qui a des difficultés, puis qu'on aide la même clientèle. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que il y a des gens qui vont dire, moi, je ferai jamais ça.
Puis il y a des gens qui vont dire, mais moi, c'est là que je suis bon, tu sais. Puis les deux se voient. Tu sais, dans le domaine, tu as plein de gens qui vont travailler à l'enfance, mettons. Puis là, ils vont avoir des enfants. « Ah non, je peux plus travailler avec les enfants de la DPJ, ils sont trop proches en âge de mes enfants. Ou je travaille avec des filles, j'ai une fille, je vais aller travailler avec les gars. » Tu sais, c'est des choses qu'on voit fréquemment. Aussi, dans la partie où est-ce que tu as l'impression que ça va te faire paniquer plus. Mettons, à la DPJ, là, genre, oh mon Dieu, là, je vais voir toutes les affaires, là, je vais voir les gens qui abusent des enfants, je vais m'imaginer, je vais paranoïer, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais au contraire, quand on a un rôle qui est plus en avant, qui est plus préventif, souvent, on va être capable de faire comme, je sais qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, je sais qu'est-ce qui a fonctionné pour mon enfant, j'amène du bien, ça l'amène un petit plus à la pratique d'aller vers cette clientèle-là. Mais les deux, dépendamment où tu es, les deux... Mais je dirais juste par rapport à ça, moi, le fait que j'étais encore dans mon deuil, donc quand ils étaient petits, je ne pouvais pas travailler, moi, avec des petits. J'étais là-dedans. J'étais envahie par la peur, j'étais envahie par tout ce que je vivais. Fait que à ce moment-là, dans cette période de ma vie, j'ai travaillé plus avec des plus grands, du primaire, même avec des ados. Puis une fois que mes enfants ont grandi, que moi-même, j'ai passé par certains deuils, j'ai fait la paix aussi avec la réalité, puis avec la paix aussi de croire qu'ils se développent. Le fait de voir que mon enfant se développe, ça m'a encouragée beaucoup. Donc là, je dirais que c'est ça, mes enfants, ils ont 12 ans. Mon fils a 12 ans, ma fille a 9 ans. Et ça fait 3 ans là, que je suis retournée. Là, maintenant, je travaille plus en petite enfance parce que je me concentre beaucoup pour la petite enfance présentement. Mais avant, je n'aurais pas pu. Parce que j'étais trop envahie. Puis moi, je crois vraiment à l'idée que pour accompagner quelqu'un, il faut même nous-mêmes qu'on soit guéris, que nous-mêmes, on ait passé un certain cap. Donc là, maintenant, je suis vraiment bien et apte et à l'aise de travailler avec le parent qui vit. Puis est-ce que tu fais des suivis, tu sais, comme tu mets des choses en place pour les enfants et tout, est-ce que tu fais des suivis avec le parent? Oui. Au début, qu'est-ce que je faisais? C'était beaucoup des suivis avec l'enfant. Mais je me suis rendu compte que ça ne fonctionne pas tout à fait. Ça fonctionne parce que moi, je suis là, je stimule l'enfant, mais il faut vraiment que le parent soit en équipe avec moi dans tout ça. Parce que le parent, c'est lui qui est dans le quotidien avec son enfant. Et moi, je me rends compte, parce que moi-même, je l'ai vécu, c'est que oui, j'amenais mon enfant à faire des activités, soit avec l'orthophoniste, l'ergothérapeute, mais après, c'est qui continue à travailler tout ça? C'était c'était moi, en tant que maman. Donc, c'est les parents. C'était maman ou papa qui travaillait avec mon enfant. Donc, oui, donc je fais de l'accompagnement, du coaching parental pour vraiment aider aux parents, premièrement, accompagner son enfant, aussi passer l'étape du deuil, puis aussi même se rendre compte des blocages ou des croyances limitantes qui les empêchent justement soit d'accompagner leur enfant ou qui les empêchent de croire vraiment qu'ils sont vraiment aptes pour accompagner cet enfant-là convenablement. Le défi avec les parents, est-ce que tu as l'impression que c'est plus par rapport à eux et leur aptitude ou par rapport au défi vraiment de l'enfant? Je dirais que c'est plus par rapport au défi de l'enfant. Un peu des deux, là, mais il y aurait, entre autres, par rapport au défi de l'enfant, le parent ne sait pas quoi faire parce que le parent, il ne veut pas. Donc, c'est normal en tant que parent. C'est que c'est toute cette étape-là de deuil. Donc, ça fait que le parent, souvent, va plus être en mode... Dans ce cas, les parents que dans notre communauté vont plus souvent l'autre, je ne vais pas dire répare, mais c'est ça un peu, qui va prendre soin de l'enfant, qui va le stimuler, puis la situation va se régler. Tandis qu'il faut vraiment, dans le fond, s'impliquer, mettre les choses en pratique pour que l'enfant puisse se développer. Donc, oui, donc c'est ça que je dirais. Je te regarde parce que je veux juste être sûre. Non, je te laisse aller, je t'ai vu. OK. Par rapport à la communauté, okay. Quand il y a le moment où est-ce que quelqu'un se fait dire une première fois, par exemple, vous savez, votre enfant, il y a certaines choses, un intervenant partage des observations, un éducateur, un enseignant, ou etc. Si tu pouvais aller dans la tête d'un parent là, noir, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je dirais, parents de la communauté? De la communauté qui reçoit la première observation qui fait que... Tu sais, il y a le moment où est-ce qu'on dit quelque chose, puis il y a beaucoup de parents de la communauté, j'ai l'impression qu'ils sont comme... Non. Pas juste de la communauté, Pas juste de la communauté. Je pense que c'est peut-être
dans le combien de temps ça dure ou dans les autres choses qu'on va essayer avant, mais je pense que n'importe quel parent qui se fait dire, par exemple, une première fois par la garderie, il me semble que ton enfant ne dit pas beaucoup de mots, ou il me semble que ton enfant devrait être capable de faire telle chose, ou vient remettre en question, tu sais, à la maison, est-ce que vous pratiquez telle chose? Je pense que peu importe la communauté, la première fois, le choc est le même. Okay. Après, je pense que peut-être en durée, ça change parce qu'il y a des gens qui sont plus habitués ou qui en ont plus vu ou qui en ont plus entendu parler ou qui sentent moins de pression aussi. Parce que je veux dire, quand tu es un parent de la communauté afrodescendante dans un pays, sur une terre d'accueil, là, disons ça comme ça, où est-ce que tu vois déjà qu'il y a plein de préjugés, qu'il y a déjà plein d'affaires, que ton enfant va avoir plein de défis que les autres n'auront pas nécessairement, puis qu'on vient te mettre ça, mais c'est comme plus long avant que tu dises non. Tu sais, comme, tu sais, il y a cet aspect-là de non, tu sais, déjà mon enfant va être stigmatisé à cause de la couleur de sa peau. Déjà, il va être stigmatisé à cause de ci, à cause de ça. Là, en plus, tu rajoutes ça. Tu sais, comme, je pense pas que c'est au début. Je pense pas que c'est à la ligne de départ que ça change, mais je pense que la distance avant la ligne d'arrivée est peut-être plus grande, non? Mais je dirais que ça dépend d'une personne à l'autre. Je pense que ça dépend où est-ce qu'elle est rendue, la personne. Dans la communauté, c'est très tabou. C'est très, très, très tabou. On commence un petit peu à en parler. On commence à voir ça pas comme un échec. Parce que c'est ça qui arrive aussi, c'est que les parents, c'est justement quand ils arrivent ici, c'est en plus de tous les défis qu'ils ont à vivre, puis que ton enfant, en plus, a des difficultés, tu vois ça comme un poids de plus pour les parents. Donc, je dirais que qu'est-ce que je dirais à un parent? C'était ça ta question? Ouais. Si tu peux être dans sa tête puis tu peux lui dire quelque chose à ce moment-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, je dirais premièrement de respirer. Parce que c'est ça, c'est un choc. C'est un choc. Puis c'est pas qu'est-ce qu'on veut. Comment dire? Aussi de prendre le temps de voir et de croire que c'est pas la fin. C'est pas la fin parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? Dans ce cas-là, on passe tout au futur. Moi, les parents que je rencontre, l'enfant a 3 ans, l'enfant a 4 ans, puis on me parle quand l'enfant aura 15 ans, quand l'enfant aura 18 ans. Donc, c'est pas la fin. Donc, moi, je dirais à un parent, c'est pas la fin. Mais il faut y aller une étape à la fois. Il faut vraiment prendre le temps de stimuler son enfant et d'être vraiment, d'être présent. D'être présent, parce que souvent, on va penser que le professionnel est là, mais en tant que parent, tu as beaucoup de bagages, il y a beaucoup de choses que tu peux apporter dans cette relation-là avec ton enfant. Donc, je dirais vraiment aussi prendre le temps de sortir de la peur. Ça, c'est quelque chose c'est facile à dire maintenant. C'est facile à dire là maintenant. Mais c'est d'accueillir ça, d'accueillir toutes les émotions qu'on vit à l'intérieur de soi, puis d'y aller une étape à la fois. Parce que ton enfant, il va y arriver à son rythme à lui, il va y arriver à sa façon à lui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y arriver. Donc, puis aussi, peut-être, un peu comme tu partageais, c'est que des fois, on met des rêves très hauts, on a des rêves prédéterminés pour notre enfant. Mais c'est aussi de se laisser l'espace que l'enfant, il peut avoir ses rêves à lui, il peut faire les choses que lui, il a envie, puis de peut-être sortir de ce chemin-là, de croire qu'à cause que ton enfant a un diagnostic, il ne pourra plus faire ça. Laisse le temps faire les choses aussi. Oui. Tu sais, je pense que TSA ou n'importe quel trouble qu'on a, c'est des choses qui, tu sais, que ce soit la déficience intellectuelle, les gens ne connaissent pas beaucoup non plus. Non. Tu sais, parce qu'il y a des gens pour qui, quand tu entends ce mot-là, automatiquement, mais tu ne seras jamais autonome, tu vas vivre au chevet de tes parents toujours, tes parents vont toujours devoir s'occuper de toi, ton intelligence va stagner, mais peu importe le trouble, les spectres sont beaucoup plus grands, puis les opportunités sont beaucoup plus nombreuses. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent, puis qu'on ne dit pas assez souvent non plus. Parce que les gens ont l'impression, tu sais, j'imagine que c'est humain, là, comme nous, quand on nous dit tu vas avoir t'as telle maladie ou il faut que tu ailles faire des tests pour telle affaire, on s'imagine qu'on a le pire puis qu'on va mourir demain matin. On ne voit pas la distance jusque-là, jusqu'à temps qu'on soit dedans et qu'on aille à faire le parcours. Fait que j'imagine qu'il y a une partie qui est peut-être un peu normale de la manière dont le cerveau procède l'information quand il manque d'informations. Mais
je pense que c'est important de le nommer aussi parce que même les gens qui nous écoutent connaissent peut-être pas nécessairement tous les troubles, toutes les affaires. Mais, puis même moi, je suis pas une experte là-dedans du tout. Mais je pense que c'est important de le nommer que les gens peuvent quand même arriver justement à avoir une belle qualité de vie puis à avoir comme être fonctionnel jusqu'à un certain point. Ben, puis il y a l'idée aussi de... Il y a l'imaginaire, là. L'imaginaire des gens, quand ils entendent un mot, puis là, t'entends ce mot-là, puis là, leur imaginaire fait une image qui est vraiment distorsionnée, là, comme si, tous les autistes sont de telle façon. Ce qui est le spectre le plus varié, je trouve. Ouais, là. Ben oui, de vraiment. tous les spectres qui peuvent exister, c'est le spectre où il n'y en a pas de pareil. Il n'y en a pas de pareil. Mais essaye pas, ils sont tous différents. Mais il y a cette espèce aussi de fatalité, de « ouch, mon enfant va souffrir ». Puis des fois, tu te dis, c'est une condition. C'est comme un... Puis moi, je sais que j'ai souvent dit à des parents, j'ai dit, regardez là, ça puis ça fonctionne comme ça. Puis là, je vous dis que lui puis lui fonctionne comme ça. Lequel vous choisissez? Je dis, ben là, les deux, tu sais, c'est comme deux circuits. Les deux allument-tu la lumière? Oui. Ben, on s'en fout, c'est quel circuit? Ben, c'est ça. Votre enfant, il est aligné là-dessus, puis vous, on a juste deux cerveaux différents. Puis là, je vois le visage de, si je vous dis que votre enfant a un cerveau différent, puis que ça lui fait pas mal. Mm-hmm. Tu sais, il y a comme cette idée de souffrance, de, mon enfant a une maladie, puis tu sais, ça lui fait, tu sais, c'est comme, j'ai déjà mal pour lui, qui lui vit son petit bout de chemin. Les affaires, des fois, il faut l'adapter pour lui, mais il n'est pas dans une détresse sans pareil. Tu sais, cette idée de trouble égale détresse égale. Puis des fois, je trouve que c'est tellement beaucoup plus la détresse du parent, malheureusement, que je dois ramasser puis dire, regardez, là, vous êtes inquiet. Mais puis tantôt, il joue, lui, il est bien, là. Puis là, c'est comme, oui, mais il sera jamais. Je dis, ouais, mais ça fait mal. Là, présentement, on est dans plus tard, demain, être un avocat, un docteur, un médecin. On dit tout le temps, les gens, ils veulent des métiers très, très... Puis je dis, oui, mais réussir sa vie, c'est quoi la définition que vous avez? Puis peut-être qu'il faut la revisiter parce que si votre enfant, il fonctionne, il est bien, il arrive à être autonome, le travail qu'il fait, tu sais, c'est de mettre les choses en perspective beaucoup, je trouve. Puis des fois, c'est le regard, je trouve que des fois, c'est le regard que les gens ils portent sur les gens différents qui fait mal. Parce que moi, j'ai déjà rencontré des gens qui, malformation de la vie, ils sont nés, il manquait un bras. Ils ont toujours été sans un bras. Leur bras ne leur manque pas, ils ont toujours été à un bras. Puis la personne qui a eu un accident tragique puis a perdu son bras. Celui qui a perdu son bras dans un accident tragique, il manque le même bras gauche, là. Mais c'est pas la même histoire. C'est pas le... Mais quelqu'un qui voit quelqu'un qui manque un bras, tu dis, oh, doit être dur ta vie. Non, j'ai jamais connu ça. Puis c'est les autres qui portent ça. Mais je pense que ça va avec ce qu'on disait tantôt par rapport au fait de faire un deuil, par rapport à l'anxiété puis la peur que ça crée, parce que notre enfant va connaître quelque chose de complètement différent de nous. Ouais. Puis on n'est pas capable de relate, de voir que, tu sais, OK, les étapes de la vie, mettons, ça va être ça, les mêmes que moi. Non, ça va être des étapes différentes pour lui. Puis c'est ça qui fait mal en tant que parent, c'est de dire, ben, il faut tout que je réapprenne. Ouais. Il ne suivra pas mes traces, ça ne sera pas pareil, son cerveau fonctionne d'une manière différente. C'est ça, je pense. Ouais. Puis il y a aussi l'idée de différence, c'est dangereux. Différence, c'est pas bon. Ça va être un différent qui est systématiquement mauvais, entre guillemets. Tout ce qui est différent est mauvais. Je veux dire, quand on est dans quelque chose puis qu'on voit les choses d'une certaine façon. C'est pour ça qu'on parle de santé mentale. Tout ce qui est différent, c'est comme... C'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur, mais en même temps, différent, c'est pas... Mais non, en fait, le monde s'ouvre souvent parce qu'il y a des gens qui pensent ou qui font les choses différemment. Ouais. Sinon, on serait toujours sur la même lignée. La même lignée. Ouais. On se rend compte que finalement, différence, c'est pas si mauvais que ça. C'est comme tu as dit, c'est juste un chemin différent. Puis que, dans le fond, cette personne-là va finalement avoir son chemin puis va se rendre quelque part. Puis c'est vrai que souvent, on va plus travailler avec le parent que l'enfant. Parce que l'enfant, quand tu regardes l'enfant, il
il est heureux, là. L'enfant, il s'épanouit, il est bien. Des fois, il ne se rend même pas compte que des fois, c'est le côté des fois plate, que les amis vont rire de lui ou quoi que ce soit. Lui, il vit sa vie, tu sais. Donc, il y a ce côté-là aussi. Mais par contre, nous, en tant qu'adultes, avec notre regard, il y a beaucoup de peur du regard, tu sais. La peur du regard. La peur du regard, la peur du jugement des autres, puis la peur de notre propre jugement à nous, on ne se l'avoue pas des fois aussi, mais la peur, il y a cette peur-là aussi qui est présente. Tu sais. Mais tu vois, tantôt, je disais, je pense que tout le monde part de la même ligne de départ. Mais ça, tu vois, cette partie-là, je pense que dans les communautés, c'est différent. Puis c'est là où est-ce que c'est plus difficile de faire le prochain pas parce que comment les gens vont me regarder, qu'est-ce que les gens vont dire. Tu sais, il y a la notion aussi de une personne différente. Historiquement, une personne différente, c'est une personne qui est folle, qui est brisée, qui est un payback, qui est un sort que quelqu'un a acheté sur toi. Tu sais, il y a plein de choses de pourquoi ça m'arrive à moi que on peut se poser encore quand on appartient à une certaine culture, alors que dans d'autres cultures, ça n'existe plus nécessairement, cette optique-là, si on veut. Et tu suis des familles caucasiennes? Oui. C'est quoi la plus grande différence? Ben, c'est un peu vraiment ce que tu viens de dire. La grande différence, c'est que souvent, le parent va penser que c'est ça, que c'est mystique. Il y a des parents qui vont penser ça. Il y a des parents qui vont penser que c'est une erreur, c'est vraiment une étiquette qu'on veut mettre sur mon enfant. Il y en a qui vont penser que c'est une question de racisme. Donc ça, c'est beaucoup certaines réalités dans laquelle je vis. C'est pas tout le monde, hein. Je veux vraiment préciser, c'est pas tout le monde, mais ça, c'est quand même quelque chose qui ressort beaucoup. Puis les familles caucasiennes aussi vont avoir leurs défis, mais je pense que dans leur histoire de vie aussi, ça fait plus longtemps qu'ils entendent parler de ça. Comparément aux familles de communautés afrodescendantes, c'est plus nouveau de s'ouvrir à ça. Je ne dis pas que c'est nouveau ça existe, que ces réalités-là sont là, mais c'est nouveau qu'on en parle. C'est nouveau qu'on montre ces réalités-là. Donc, quelque chose qu'on ne voyait pas avant ou qu'on n'abordait pas avant non plus. Donc, j'aime pas dire par rapport aux communautés, mais je trouve que des fois, j'ai un petit peu plus de résistance. Parce que c'est comme si, en acceptant que mon enfant a une déficience intellectuelle, que mon enfant a un TSA ou que mon enfant a une dysphasie, dyspraxie, c'est comme si on acceptait cette fatalité-là sur la vie de notre enfant. Donc, il y a une plus grande résistance pour l'enfant comprendre que c'est pas que à cause que tu fais face à la réalité que ton enfant aura plus une mauvaise vie ou ton enfant sera moins bien dans la vie. C'est plutôt au contraire. Plus on le fait tôt, plus on aide l'enfant tôt, plus il y a des chances, dans le fond, qu'il se développe de façon adéquate. Donc, ouais. Je pense que c'est ça aussi, l'idée d'accepter un diagnostic, c'est d'accepter qu'on va aller faire le travail pour aller vers la prochaine étape pour le développement. Mais il y a des personnes qui le perçoivent comme accepter la fatalité. C'est d'accepter, au contraire, d'accepter le diagnostic, c'est d'accepter une fatalité qui veut dire, j'accepte que ça s'arrête là. Puis c'est une grosse, puis j'espère qu'il y a des parents qui entendent ça dans l'idée de accepter que mon enfant a un diagnostic, ça veut dire que j'accepte qu'il faut qu'on l'aide et non pas j'accepte que il y a rien à faire. Parce qu'il y a des gens qui ont l'idée de s'il y a ça puis ils veulent l'avoir toute sa vie, il y a rien à faire avec ça. Fait que là, moi, je veux pas dire qu'il y a rien à faire. Fait que comme je refuse cette idée-là, là, il y a quelque chose à faire. Mais non, s'il y a quelque chose à travailler, puis que ça a un nom, puis que c'est documenté, puis qu'il y a des critères, puis c'est comme ça que ça s'appelle, c'est parce que c'est comme, en le sachant, on sait vers quoi on va, puis on travaille là-dessus. On n'abandonne pas un enfant dans une marmite chaude de douleur et de souffrance d'un diagnostic. On est plus dans, OK, ça fait partie des défis, c'est dans son défi, puis on y va. Je pense que ça, c'est une façon de le voir qui, sûrement que de l'intérieur, les parents, ça doit être trop difficile de le penser comme ça. Parce que quand ils disent « on me demande d'accepter », c'est comme s'ils entendent « on me demande d'abandonner ». Ouais. Alors qu'on dit non, on te demande de participer à ce que tu veux, parce qu'on veut en quelque part tous la même chose, mais on n'a pas la même vision, finalement. La manière dont je vois que ce que tu dis, c'est vrai, c'est aussi le fait que, par exemple, si tu as un enfant, que ton enfant, il n'arrive pas à s'asseoir ou qu'il n'arrive pas à marcher, par exemple, qui a cette difficulté-là de son développement, que tu ailles le diagnostic ou pas, ton enfant a quand même de la misère à marcher, puis de la misère à s'asseoir ou peu importe. Fait que
c'est de ramener le parent au fait que, tu sais, exactement ce que tu dis, tu veux pas accepter le diagnostic parce que c'est comme si on disait, parce que tu acceptes le diagnostic, c'est la fin. Mais réalise que ton enfant, avec ou sans le diagnostic, reste le même enfant, avec ses forces, avec ses difficultés, avec les choses qu'il a à travailler. Tu sais, c'est ça aussi, des fois. Puis, tu sais, souvent, moi, c'est un travail que je fais souvent avec les gens qui sont comme, non, mon enfant, je veux pas qu'il y ait de diagnostic de TDAH. Mais c'est ça. Il y a déjà les comportements, il y a déjà tout. Mais puis la différence, c'est il y a des parents qui vont dire je suis prête, mais je veux pas le diagnostic. Parce qu'il y en a qui je vais tout faire ce qu'il faut, mais il n'est pas ça. Okay? Oui, je suis d'accord. Ils vont nommer les critères. Ils connaissent très bien leur enfant. Puis là, il dit mais je veux pas ce mot-là. J'en veux pas. Puis là, c'est de ramener les gens aussi à on est dans un système. Puis si ton enfant, il a tous les critères, puis que tu refuses le mot, puis que tu dis non, il n'y a pas ça, puis que tu ne veux pas accepter qu'il y a un diagnostic ou que tu veux le cacher, il y a des services qu'il n'aura pas. Parce qu'il y a des services qui vont au diagnostic. Il y a des cotes, il y a des budgets, il y a des enfants qui ont besoin de plus d'aide, puis il y a des enfants qui ont besoin d'aide, puis c'est bien documenté, puis ça a un nom, puis ça a un diagnostic. Puis là, tu dis, le mien, non, il n'est pas dans cette catégorie-là, mais oui, il a besoin. Mais le système pourra pas. Le système pourra pas aller sur 2 vitesses. Non, surtout pas notre système. Surtout pas notre système. C'est pas un système qui va on a confiance au bon jugement et ben oui, la maman a dit qu'il y a vraiment besoin. Non, il y a un docteur qui l'a documenté, puis cette équipe de professionnels-là a dit que ça s'appelait comme ça. Puis ça vient avec une enveloppe, ça vient. Puis ça aussi, des fois, ça fait une réalisation aux parents de fait qu'à l'école, il y a l'autre petite amie là, qui est l'éducatrice tout le temps. Mais il est comme mon fils. Ouais, mais eux autres, ils l'ont dit à l'école que leur enfant a un diagnostic, puis vous ne voulez pas le dire. Puis là, nous, on est ensemble dans le bureau, là, puis vous dites, mais pourquoi ils ne font pas plus? Parce qu'il n'est pas coté comme plus. Ouais. Mais il le voit qu'il a besoin. J'ai dit, mais vous le gardez dans votre tiroir, le papier. Le papier depuis 2 ans qui donne le diagnostic. Je dis, là, vous bloquez, parce que c'est un processus, il y a des règles, puis c'est ça, le système. Puis je pense que ça aussi, c'est quelque chose que malheureusement, il y a beaucoup de parents qui ont l'impression que si je mets l'étiquette, c'est pour qu'on tasse mon enfant, c'est pour qu'on dise « Oh, c'est un pas bon », c'est pour faire du racisme, etc. Versus, si on lui met le bon diagnostic pour ce qu'il est vraiment, on va lui offrir les services qui vont en conséquence. Mais il y a de la paperasse. Il y a de la paperasse, mais aussi, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas au courant de tout ça. Je pense que ce serait quelque chose qui serait vraiment important de dire aux parents. Avec votre diagnostic, voilà les portes que ça va ouvrir. Ouais. Parce que maintenant, les parents sont plus dans une réalité qu'avec le diagnostic, voilà les portes qui vont se fermer. Parce qu'ils pensent au futur de l'enfant. Ouais. Donc, ce n'est pas pour mal faire. Mais en même temps, les parents ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant que si ton enfant, exemple, a un TSA, voilà les services qui s'ouvrent devant lui. S'il a une déficience intellectuelle ou au niveau du langage, voilà les portes qui s'ouvrent. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait beaucoup plus en parler parce que pour le moment, c'est beaucoup méconnu par les parents. Puis, il y a des parents que ça fait des années, puis ils reçoivent une partie des services, puis il y a une autre partie qui ne savent pas que ça existe. Ils ne savent pas que ça existe comme... Je dis, mais ça fait 4 ans, vous avez tel service, vous n'avez jamais... Puis ils sont comme... Ils me regardent là, je parle une autre langue, j'ai jamais entendu parler de ce formulaire-là, je sais pas qu'est-ce que vous dites. Puis là, je suis comme, un instant, je l'imprime, je le sors, puis ils sont comme, facile comme ça? Je dis, j'ai pas besoin de faire un diagnostic, il est déjà là, je co-signe quelque chose qui est écrit, vous avez des... Puis, mais il y a aussi des gens qui réagissent à la crise, là, quand il y a une crise, là, ils veulent des services, puis quand ils sont comme, OK, mon enfant est quand même... ça va. Puis il y a plein de choses qui pourraient les soutenir aussi. Puis je prends le temps de le dire pendant cet épisode-là parce que je le sais qu'il y a des parents qui ne le savent pas puis que plus souvent qu'autrement, j'apprends à n'importe quel... Puis ça, c'est vraiment n'importe quelle culture. C'est vrai. C'est vraiment... J'apprends l'existence de services parce qu'ils sont comme, mais pourquoi systématiquement on ne me le propose pas? J'ai dit, mais madame, ça, c'était la rencontre. Vous savez, quand on vous a annoncé le diagnostic, puis là, vous n'êtes pas allé 3 fois à des rencontres, puis là, vous êtes revenu 1 an plus tard, c'était dans ces rencontres-là. Oh, mais quand je suis retournée, oui, vous êtes retourné 1 an plus tard, vous avez passé par-dessus votre deuil de l'enfant parfait et tout, mais il y avait comme une séquence qui est planifiée dans un parcours de parents, puis vous avez manqué quelques étapes, puis là, quand on revient, il y a des gens, personne ne sait que vous ne l'avez pas eu ou
Tu sais, c'est une réalité, là. Soit ça, ou même tu y vas, mais tu n'entends pas parce que tu n'es pas disponible. C'est vrai. Fait que tu y vas, les gens te parlent, il y a telle affaire, puis tu es encore dans ton « oh non, 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 non ». Fait que tu les vois même pas, les affaires, puis après ça, quand quelqu'un te leur dit, tu es comme « hey, j'ai quand même entendu parler de ça ». Mais c'est pas nécessairement vrai, mais on est tellement... La vision devient tunnel, hein, quand on devient anxieux, quand on a peur, quand on vit des émotions fortes, même la colère, la vision devient tunnel. Fait que tu le vois pas. Tu me montres tout le beau paysage là-bas. Non. 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 Il y a aussi des fois que le parent dit on a le temps. On a encore du temps. Donc, souvent, à la période préscolaire, là, garderie, 3, 4, 5 ans, il y a souvent des parents qui vont dire c'est correct, on a le temps. Mais rendu à l'école, ouf. On n'a plus le temps. Là, il y a des parents qui se réveillent, puis là, mais finalement, c'est là que des intervenants vont leur dire on vous a parlé de ça quand il y avait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais ils ne s'en rappellent plus. Non, soit qu'ils étaient dans l'état de choc, soit qu'ils étaient dans le déni, peu importe. Mais il y a du temps qui a passé. Donc, oui, puis il y a beaucoup de la perception que on peut pas... Laisse mon enfant grandir, il ne peut pas avoir quelque chose. Moi, il y a des parents qui étaient comme... Mais laisse-le tranquille, c'est un enfant. Il y a 3 ans, puis à 3 ans, il y a plein d'affaires qui débloquent chez un enfant. À 2 ans, il y a plein... Tu sais, je veux bien respecter que chaque enfant a son développement, là, mais à un moment donné, quand tu connais aussi, parce qu'il y a quelque chose dans le développement normal, il y a plein de parents qui sont comme « Ah, il fallait que mon enfant fasse ça. » Puis tu es comme « Oui, c'est votre 3e, vous n'avez pas réalisé que peut-être... » Oh, je trouvais qu'il était un peu plus lent. Puis il y a des parents qui sont vraiment... je suis vraiment pas stressée. Puis il y a d'autres parents qui, eux, ils vont chercher, mais en même temps, on dirait que, ben non, comme c'est le mien, il faut qu'il reste parfait. C'est vraiment ça. Une espèce d'idée de, mon enfant, il est parfait. Tu ne viendras pas me dire que mon enfant, il a un défaut de fabrique, puis tout. Puis j'aime ça dire aux parents, votre enfant, il est parfait. Oui, c'est ça, j'allais dire. Il est parfait. Comme, il y a des défis, mais il est parfait. Cet enfant-là, là, il y a des qualités, il y a son caractère, il y a sa personnalité. Ouais, mais là, il y a ça qui est difficile. Je dis, ouais, mais il est quand même parfait. C'est un enfant. Hey! Y a-tu plus parfait que ça qu'un enfant? Même s'il y a des besoins. Puis ça aussi, je pense que autant les parents que les intervenants, un enfant qui a un besoin, c'est pas un enfant défectueux. Puis c'est important. C'est tellement... Parce qu'on projette sinon un regard, une façon envers ces enfants-là qui, hey, il veut s'amuser, il cherche l'insouciance. C'est un enfant comme un autre, là. Il y a des besoins comme un autre. Des fois, il s'exprime moins bien. Des fois, il s'exprime mieux. Tu sais, mais c'est un enfant. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que plus ils sont jeunes, plus c'est facile d'avoir cette approche-là avec les parents. Mais quand les parents sont peut-être plus fatigués ou quand les parents ils commencent à comprendre que okay, là, il y a mon enfant, est-ce qu'il est normal? Là? Parce que ça, c'est pas normal. Puis je suis comme, mais c'est quoi normal? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous... J'entends l'inquiétude, mais... Puis là, j'ai des stagiaires qui me demandent, ils me disent, qu'est-ce qu'on répond à ça? Un parent, il me demande, mon enfant, est-tu normal? J'entends l'inquiétude, je sais qu'il n'est pas dans la norme, clairement, mais en même temps, on rassure le parent par rapport à son enfant, il est correct, là. Il y a besoin, il y a des défis, mais en même temps, c'est... Puis pour moi, ça me dépasse un petit peu, puis je le sais que je suis intervenante, mais ça me dépasse qu'on perde l'espèce d'humanité naturelle, de dire, OK, cet enfant-là, il est défectueux, ça devient comme un objet, il est défectueux, ou ça devient comme un trophée. Voilà, mon trophée, il peut plus être un trophée, il ne sera jamais docteur. Je sais pas, il y a quelque chose au niveau humain que je trouve qu'il faut rester connecté. C'est important qu'est-ce que tu dis, parce que on est à cause qu'on est dans une société de performance. Et on le voit partout, là, ça. On va le voir sur les réseaux sociaux. Les discussions entre parents, c'est la fierté, entre guillemets, de l'enfant. Et l'enfant vient rapidement un trophée. Mais pour un parent qui a un enfant, moi, mon enfant, pendant que ton enfant parle, moi, le mien, il ne parle pas. Pendant que ton enfant marche, moi, le mien, il ne marche pas. Donc, toutes les petites réussites quand son exemple en bas de 5 ans, quand le parent va nommer, mais tu n'es jamais dans les premiers à nommer. Tu vois, cette espèce de fierté-là, cette espèce-là de trophée-là, le parent qui a un enfant à besoin particulier ne vit pas ça. Donc, c'est tout ce deuil-là aussi à faire. Et je trouve ça très important de rappeler que l'enfant, au bout de tout ça, c'est un enfant.
puis il n'est pas défectueux. Et c'est un gros travail de deuil, parce que c'est comme si que tu te dis, mais comment je vais parler de mon enfant positivement? Parce que pour moi, je voulais dire, il sait marcher, ou il sait courir, ou il m'a amené un dessin, puis toutes ces choses-là, ton enfant n'est même pas capable de le faire. Donc, il y a tout ce processus-là à se rendre compte, puis de voir, OK, mais mon enfant, je suis fière parce que c'est mon enfant. Mon enfant, je suis fière, il m'a fait un sourire. Mon enfant, je suis fière parce qu'il m'a fait un contact visuel. Donc, toutes les choses comme ça, puis de sortir du faire. Puis de se rappeler, moi, c'est ça que je trouve important, de se rappeler quel type de parent que tu veux être, quelle relation tu veux avec ton enfant. Parce qu'on est tellement dans le faire qu'on dénature justement cette importance de relation-là avec notre enfant. Et moi, comme je l'ai dit plus tôt, même moi, je suis tombée dans ce piège-là quand que l'enseignante m'a rappelé que maman, votre enfant a besoin d'une maman et non d'une intervenante, parce que j'étais dans le faire. J'étais dans le faire avec mon enfant. Donc, tu sais, on peut facilement tomber dans ce cliché-là parce qu'on veut que notre enfant soit un trésor, un trophée. Un trophée, oui. Ben, c'est un trésor. C'est un trésor. Ouais. Tous les enfants sont un trésor. C'est ça, exactement. Mais il y a toute cette espèce de trophée-là, puis que dans le fond, non, ton enfant, tu seras toujours fier de ton enfant. C'est pas parce qu'il n'a pas, exemple, eu la meilleure note à l'école, ou il n'a pas été le premier à marcher ou à courir, que tu n'as pas à être fier. Au contraire. Il y a plein de belles choses. Et je trouve que ces enfants-là, ils ont quelque chose de vraiment particulier. Et il y a des choses que, exemple, sont très sensibles. Ils développent beaucoup de sens que peut-être d'autres enfants n'ont pas. Ils vont très sensibles par rapport à l'autre personne. Ils vont très sensibles à des petits détails que d'autres enfants, ne serait-ce comme exemple un enfant qui est sensible au bruit. Tu sais, on peut voir ça très négatif, mais lui va être capable de détecter des choses que d'autres personnes ne détectent pas. Ils ont des belles forces, mais qu'on ne met pas de l'avant. Donc, c'est ça aussi, je trouve, de montrer aux parents que ton enfant, il a des très belles forces, il a peut-être pas pareil que les autres enfants. Puis encore là, on rentre dans un autre sujet de la comparaison. Ouais. Parce qu'on est beaucoup dans la comparaison, dans le standard, il faut être comme ça. Mais ton enfant, il a des belles forces. Puis au lieu de regarder à ce qu'il n'a pas, mais regarde à ce qu'il a. Donc, ça, je trouve ça vraiment important de souligner. C'est une super belle façon de conclure cet épisode. Oui. Regarder les forces de nos enfants et réaliser que chacun des enfants, peu importe les défis ou peu importe les choses qui sont mises sur leur route, reste des trésors et des trophées. Oui. Et des trésors, des plus trésors, que des trophées. pas des trophées. et juste pour rester dans l'été, encourager les talents. Encourager les talents naturels de vos enfants. Il y a beaucoup de talents naturels qui se fait éteindre, des petites flammes qui se font éteindre parce que c'est pas ce qu'on voulait dans le moule qu'on avait imaginé. Mais il y a de la place pour tout le monde. Puis votre enfant est un trésor, il a des talents. Il est merveilleux. Alors, où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils te cherchent? Oui, alors, on peut me trouver sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook, mais majoritairement sur Instagram, au nom de Au cœur de la famille, avec un O, comme tu l'as précisé. Donc voilà, donc c'est vraiment... Et j'ai aussi mon site Internet, pas au même nom, c'est Sandy Forge, consultante familiale. Donc vous allez pouvoir me trouver à ces deux endroits-là. Parfait. Génial. Alors, pour nous, tout le monde, vous nous trouvez sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Afrodescendants, le podcast. Et bien sûr, on s'en va vers Patreon. Vous n'êtes pas inscrit sur Patreon? Allez sur Patreon. On va parler des questions du public. On va poser des petites questions que vous nous avez données, public, à Sandy. Et voilà. C'est ça. C'est ça. À tantôt.